Deuxième grand rendez-vous de ce soir. Vous êtes les bienvenus, l'invité. Dans cette partie, nous recevons Aimé Adi. Il est directeur exécutif de Amnesty International, antenne du Togo. Dans la minute qui vont suivre, nous allons bien sûr passer à la loupe la date du 10 décembre, et ça vous dit forcément quelque chose. Les droits de l'homme comme ils vont en Afrique. Une fois encore, bienvenue à vous tous. Aimé, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que se porte Amnesty? Amnesty se porte bien, comme se portent ses membres, parce qu'Amnesty est porté par des millions de personnes à travers le monde, donc s'ils vont bien, et donc l'organisation aussi va bien. Alors, d'entrée de jeu, comment se présente le tableau des droits de l'homme dans tout son ensemble en Afrique? Oui, je pense qu'il y a toujours les deux tablettes qu'on avance dans le domaine des droits de l'homme quand il s'agit des questions régionales et géographiques. Oui. Et donc, pour le cas de l'Afrique, je dirais que habituellement, les médias, surtout internationaux, nous montrent un peu un visage assez sombre des droits humains. Oui. C'est sûr que parfois c'est réel, mais quand même il y a des pas importants qu'on peut signaler en Afrique dans le domaine des droits de l'homme, notamment la responsabilité que certains dirigeants dans leur pays ont pu prendre en vue effectivement de faire respecter la volonté de leur peuple. Mais il faut toujours le dire, on a toujours des problèmes en Afrique, notamment liés au contexte politique qui règne en Afrique. Les questions électorales et puis la répression vis-à-vis de la dissidence restent pour nous des sujets assez préoccupants en Afrique. Donc je vous donne par exemple quelque chose d'assez important. Oui. Est-ce que vous savez par exemple qu'actuellement la Commission africaine est en train de réfléchir à un projet de traité sur la protection sociale en Afrique, le droit à la protection sociale en Afrique? Peut-être pour l'instant ça paraît quelque chose banal oui. Qui nous dit mais c'est fondamental. Hein. Je pense que c'est pas fondamental. Mais... Oui, mais parce que en Afrique la pauvreté est carrément devenue l'élément moteur de la vie quotidienne. Il vaut mieux le dire comme cela. Et donc prendre une décision de pouvoir créer un droit sur la protection sociale, je pense que c'est quelque chose d'inouï, d'important et parfois même incroyable qu'on pourrait avoir. Donc, on attend, par exemple, que ce projet-là puisse voir le jour et qu'on voit comment les États vont réagir dans sa mise en œuvre. Vous l'avez mentionné que certains médias internationaux peignent en noir l'état des droits de l'homme en Afrique au jour d'aujourd'hui. On va s'intéresser un peu à ce pan de la chose. Quels sont ces pays-là où peut-on avoir une idée d'une façon globale sur ces nations-là dans lesquelles on enregistre ce genre de situation? Oui, et souvent il y a un lien entre les situations de crise, de conflit, même de guerre, avec les violations massive en matière des droits de l'homme. Et par exemple, vous prenez un peu, il suffit tout simplement de voir les statistiques que produisent la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous voyez par exemple un pays comme la RDC et qui a reçu par exemple 11 appels urgents. Et dans le jargon des droits de l'homme, un appel urgent concerne par exemple un besoin immédiat en matière de protection d'un défenseur des droits de l'homme. C'est important parce que 11 appels urgents, ça voudrait dire qu'il y a une situation assez grave qui s'est produite sur, par exemple, le travail produit par un défenseur des droits de l'homme ou un défenseur des droits de l'homme qui est menacé pour avoir travaillé. Vous avez aussi, par exemple, l'Égypte qui a reçu aussi le même record. 11 appels d'urgence. Et après, vous avez le Burundi qui suit avec au moins 7. Donc vous voyez un peu qu'il y a un lien. Donc vous voyez bien un lien entre les questions d'instabilité politique, de conflit, qui vont souvent avec ce genre de situation. Mais donc, pourtant, la RD Congo n'est pas en guerre. Mais vous convenez avec moi qu'on est dans une situation toujours difficile. Même si on a eu des élections, il y a un nouveau président, même s'il est contesté, on n'est pas encore dans une situation de pacifique. Vous avez vu récemment les manifestations que les populations ont menées, par exemple, contre la MONUSCO et les morts qui s'en sont suivis. Donc on ne peut pas dire qu'actuellement que la RDC est un pays totalement en paix. Donc il y a toujours un problème. Vous avez d'autres situations que vous pouvez voir au Cameroun, donc toujours liées à des questions conflictuelles. Les critères
sur lesquels vous vous basez pour apprécier? Très simple. Encore une fois, il n'y a pas de secret parce que on est toujours attaqué de pouvoir parfois produire des informations. Parce que vous produisez des rapports, on se demande, mais ces amis-là, mais qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Nous ne sommes pas des amis. On travaille, on est des collègues. C'est différent. Non, mais c'est ce qui se dit très souvent. Clair. On dit, bon, clair. Oui, clair. Je vais encore le dire. Oui. Vous allez tout simplement dans les tiroirs de la Commission africaine des droits de l'homme, les chiffres que je viens de vous donner, vous allez les voir. Oui. Vous allez tout simplement sur le terrain, vous allez constater ce qui se passe. Vous prenez des archives même des États eux-mêmes. Il n'y a pas de critères qui sont définis, sur lesquels on évalue chaque pays dans tout son ensemble en matière de droits de l'homme. Il y a des méthodes de travail, il y a des entrées thématiques, vous avez aussi des entrées régionales que vous utilisez pour travailler. Mais à partir des chiffres et des sources, vous les prenez sur le territoire, dans les pays africains eux-mêmes. Et d'ailleurs, dans les propres informations que les dirigeants eux-mêmes produisent. Quand par exemple un ministre vous dit, on a fait tant de progrès, il les cite. Après, il dit, on a des défis. Souvent, il les mentionne. C'est peut-être vous, les journalistes, qui ne comprenez pas. On utilise souvent un langage politique, mais nous qui travaillons dans les domaines des droits de l'homme, nous savons ce que nous devons faire et comment on le fait. Et habituellement, ces informations sont aussi partagées avec ces autorités qui parfois réagissent. On essaie toujours de contrebalancer en voyant ce qu'ils disent. On dit par exemple qu'il y a un mort. Ok. La famille dit qu'il a été tabassé par des militaires. Je donne un exemple. Oui. Vous allez voir ça, vous voyez le corps, vous demandez qu'il puisse avoir un médecin légiste. Vous voyez comment les autorités vont réagir. Parfois, on traîne les familles en terre. Et donc, dans ce genre de conditions, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous allez prendre les propos de la famille, vous allez voir les témoins, vous allez demander aux autorités leur version. C'est tout ce que vous avez comme information. Et donc, c'est pour cela que d'abord, le travail que nous faisons, nous souhaitons que les autorités puissent s'en servir et changer de manière de répondre aux questions des droits de l'homme. Ne pas être d'une manière réactionnaire face aux critiques, parce que d'ailleurs, le travail que nous faisons est d'abord pour eux. Mais les autorités ne sont pas là quand même pour faire du mal à leur peuple. Mais comment on peut comprendre le fait que quand vous produisez des rapports par après, ça ne fait pas des fois l'unanimité? Il y a toujours ce graissement de dents entre vous et la partie adverse. C'est normal. C'est normal et je pense que par mon expérience, je comprends. Vous êtes un vieux du secteur parce que... À force de faire, je comprends, c'est normal. Et vous voyez, à chaque fois que vous essayez de regarder dans la marmite de votre voisin déjà, c'est compliqué. Et donc, ça ne crée pas souvent une bonne ambiance. Mais il ne faut pas voir cela comme cela, parce qu'il y a des pays dans lesquels on n'a pas ce type de réaction. Malgré des critiques acerbes que nous avons, vous voyez parfois les autorités adopter soit un profil bas et de coopération et de collaboration. Ils vous disent, bon, ok, le chiffre que vous avancez, nous, on ne l'a pas. Sur quoi vous êtes basé? Comment on peut collaborer en vue d'améliorer la situation? Ça arrive. Après, vous avez par exemple des programmes d'éducation aux droits de l'homme, des programmes de renforcement des capacités des forces de sécurité qui peuvent être menés en vue d'améliorer la pratique de la répression sur le terrain, par exemple. Voilà. Alors, vous avez énuméré quelques pays de l'Afrique dans tout son ensemble. Y a-t-il d'autres dans la sous-région, ouest africaine, particulièrement? Vous en avez eu? Dans la sous-région, vous avez la question des lois. Vous avez récemment la Côte d'Ivoire aussi qui a été ciblée par la Commission sur l'adoption de certaines lois. Vous avez malheureusement aussi le Togo récemment qui a adopté 2 lois qui vraiment ne répondent pas au canon défini par les engagements que le Togo lui-même s'est pris. Ce ne sont pas des critiques venant d'Amnesty International ni d'une organisation locale, activiste, militante. Non, c'est une réalité. Ce sont des engagements que les États prennent. Et donc, nous ne sommes pas des arbitres. Ce n'est pas à nous de dire... Vous êtes juste là pour faire le suivi. On est là pour regarder, faire le suivi et dire aux États, vous avez pris tel engagement, c'est ce que vous devez faire, vous ne l'avez pas fait. Et donc, pour cela, faites le mieux. Parce qu'en réalité, si les populations sont protégées, c'est vous qui bénéficiez. Si les gens sont protégés, l'impunité finit, ben évidemment, tout le monde dira que le Togo va mieux. Ce n'est pas Amnesty qui gagne cela, c'est l'autorité qui dirige le pays qui le gagne. Donc, en fin de compte, nous, on est là pour faire un travail pour que tout le monde soit satisfait. Forcément, il y a des améliorations dans d'autres pays, même s'il y a quelques manquements, quelques couacs constatés ça et là. Dans d'autres pays, on a toujours
des améliorations. Aimé Adi. Oui, bien sûr. Je vais vous surprendre. Vous prenez un pays comme le Burkina, qui est vraiment en situation de lutte dure contre le terrorisme, oui, mais qui récemment a proposé une loi qui abolit la peine de mort. Vous pouvez imaginer dans un pays où les gens même brûlent les voleurs de pneus et de clés de moto, et qu'on dise que même en période de conflit, on ne peut plus appliquer la peine de mort. Il y a un contexte politique, mais quand même, il faut admirer ce courage-là de ces dirigeants-là qui veulent que leur pays aille dans un sens. Vous prenez par exemple l'Éthiopie, voilà, entre parenthèses, le prix Nobel de la paix. Et donc, il a reçu. Amnesty l'avait reçu aussi dans les années 70. Et donc, on sait ce qu'il faut faire pour y parvenir. Il faut du courage. Il faut aller à contre-vent et dépasser le passé pour bâtir un avenir dans lequel on considère que la dignité des citoyens est plus importante que l'autorité qu'on exerce à travers la force qu'on a. Mais y a-t-il des droits particuliers qui font l'objet, bien sûr, de menaces en Afrique dans tout son ensemble? Oui, il y a par exemple la question que j'avais soulevée en introduction, la répression de la dissidence. Et donc pour nous, le terme d'opposition, c'est pas quelque chose d'assez utilisable dans le domaine des droits de l'homme pour qu'on ne nous confonde pas avec des politiciens. La dissidence, c'est au-delà de l'opposition. La dissidence, c'est que toute personne qui voudrait bien revendiquer un certain nombre de droits ou qui est contre une certaine manière de faire dans le pays et qui se lève pour revendiquer cela, mais ne retrouve pas une réponse favorable, mais par contre est réprimée par la loi qui devait plutôt le protéger. Donc, cette tendance-là est pratiquement commune de plus en plus en Afrique. Vous avez aussi la question des défenseurs des droits de l'homme qui reste une donnée très prégnante dans le discours de haine qui est propagé pratiquement à travers l'Afrique, où on pense toujours qu'un défenseur des droits de l'homme, c'est celui qui n'est pratiquement pas un vrai citoyen et qui ne fait que dire du mal des autorités. Non, on ne dit pas du mal des autorités, on dit quelque chose pour la protection des citoyens parce que c'est d'abord le citoyen qui met en place l'autorité. S'il n'y a pas un bon citoyen, l'autorité ne peut pas s'attendre à un respect vis-à-vis de sa personne. Donc, probablement pour nous, ça reste un grand chantier et qu'il faut continuer par travailler. Voilà. Y a-t-il un classement dans cette affaire-là? On a toujours écouté des gens dire tel pays serait beaucoup plus... voilà. Et on se dit... Est-ce qu'il y a vraiment un classement en matière de droits de l'homme? C'est difficile. Nous ne sommes pas de cette logique-là. Nous ne sommes pas la Banque mondiale ou tel autre qui fait des classements selon les indicateurs économiques. Parce que, voyez-vous, la question des droits humains est toujours complexe et qu'il est difficile de pouvoir déterminer un seul canon sur lequel on pourrait travailler. Qui, en réalité, peut donner un exemple? C'est difficile. On peut, par éléments épars, désigner quelques thématiques sur lesquelles on peut citer des pays, mais il est difficile de dire qu'il y a un premier et un dernier en matière des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est toujours quelque chose de vécu au quotidien et à chaque fois qu'on avance, il faut toujours savoir qu'on a toujours quelque chose à faire en amont. Et il nous faut en amont et en aval. Il ne faut jamais penser qu'il y aura un pont entre les deux, il y aura toujours une rivière qu'il faut emprunter en vue d'aboutir vers le bien-être de la population. Donc, en fin de compte, on ne peut pas exclure les droits humains d'un progrès et de développement. Ça, c'est pour nous quelque chose qui ne peut pas être comme des faces du dieu Janus. C'est plutôt quelque chose qui doit ressembler à une direction, un cap à mettre. Soit on veut le développement et on le fait avec les citoyens en respectant leur liberté, en respectant leur capacité à pouvoir participer au développement de leur propre pays. Mesdames et messieurs, si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission, l'invité, nous recevons aujourd'hui Aimé Adi, il est le directeur exécutif de Amnesty International. Nous passons bien sûr à la loupe la date du 10 décembre qui est bien sûr réservée aux droits de l'homme et comment ces droits se comportent bien, vont en Afrique et on passe tout cela à la loupe depuis un moment. Quand on parle de droits de l'homme qui est bafoué très souvent, on a tendance à penser aux pays africains. On va faire un petit parallèle, Aimé. Dans les pays dits évolués, y a-t-il ces droits aussi bafoués entre-temps ou bien par moment? D'abord, je voudrais vous dire que peut-être vous avez mis 10 pour pouvoir vous défendre. Il n'y a pas pour moi un pays évolué.
tous les pays sont à la quête d'un chemin et d'un aboutissement. C'est peut-être qu'on pense que historiquement, il y a des valeurs qui les ont précédées. Et quand vous comparez, vous prenez nos documents, je voudrais vraiment inviter tout le monde à faire un peu plus attention, même rien qu'en allant sur Internet. Vous allez voir qu'on critique d'ailleurs plus ces pays que vous dites dits avancés qu'on ne critique les pays africains. Si je prends juste une donnée en matière juste de ce qu'on appelle le réactif par jour, je prends une statistique. Aujourd'hui simplement, il y avait un réactif sur le Cameroun. Le reste, c'est France. Vous avez les États-Unis, vous avez le Mexique, vous avez un certain nombre de pays. Vous avez aussi la question de la Grande-Bretagne qui est arrivée, qui a défilé. Personne n'a regardé. Maintenant, après, on nous dit que non, nous sommes là uniquement pour critiquer les pays africains. Il y en a. Vous avez vu la réaction des autorités françaises lors des manifestations des Gilets jaunes, par exemple, en France. Vous avez vu par jour le nombre de communiqués produits par Amnesty International pour critiquer l'usage excessif de la force. Et donc, pour nous, c'est quelque chose d'important. Chaque pays a un défi qui lui convient et pour cela, il faut toujours marteler. Bien sûr, on a une communauté internationale dans laquelle les droits humains sont devenus pratiquement une question purement politique, instrumentalisée pour pouvoir arriver à des fins. Mais c'est à nous, en tant que citoyens, de dire notre voix et de s'associer à celle des organisations et d'amener les autorités et de les convaincre de pouvoir prendre en compte ces éléments-là pour que la question des droits humains devienne une donnée importante sur les choix que font les États. Vous avez même des pays que vous dites dits avancés qui parfois même sont en retard à produire des rapports devant des institutions internationales en matière des droits de l'homme. Vous avez des pays dits avancés aussi qui parfois, par arrogance vis-à-vis des Nations Unies, quittent des organes de traité, ce qui est extrêmement grave et qu'il faut toujours condamner et sévèrement. Nous avons entre-temps proposé quelque chose d'assez bizarre, puisqu'on le fait toujours habituellement, on nous prend comme parfois des fous. Nous avons dit que sur un certain nombre de questions, le Conseil de sécurité ne doit pas être une institution qui doit utiliser le droit de veto. Le droit de veto. Ça, c'est quelque chose d'inadmissible. On parle des milliers de morts dans des zones, on parle d'une violation massive des droits de l'homme et des gens font sortir ce soi-disant droit de veto. Donc, pour nous, on avait proposé cela dans un rapport qu'il faudrait que les autorités ou les dirigeants du monde entier se penchent sur cette question. Et c'est fondamental. Tant que l'enjeu politique, l'équilibre des forces n'est pas établi, les droits humains seront parfois instrumentalisés et malheureusement, c'est les citoyens, ce n'est pas Amnesty, c'est les citoyens lambda qui perdent dans ce jeu-là. Et pour nous, c'est important de décanter ce débat-là en vue que la force soit utilisée pour le bien de notre humanité et non pour en finir avec une partie de l'humanité. Il y a un point qui revient très souvent, la disponibilité des chiffres que vous avez à votre niveau. Comment on peut avoir accès à tout cela ? Vous demandez tout simplement, vous allez sur le site internet d'Amnesty, vous avez accès aux bases de données qui sont accessibles, sauf les données personnelles des personnes, parce que nous ne pouvons pas publier des données tant qu'un individu n'a pas accepté qu'on publie son nom, parce que aussi, il faut protéger les sources, il faut protéger les témoins, il faut protéger les victimes, il faut aussi penser à la sécurité des personnes qui entourent les témoignages que nous portons. Donc ça dépend des situations. Tout est libre en réalité. Les bases de données sont là et chacun peut consulter. Vous avez par exemple, on a fait entre-temps un travail important de revoir un peu depuis 1961 l'ensemble des entrées pays. Et donc on a ce genre de documents. J'ai rencontré même des anciens détenus au Togo ici pour essayer de leur montrer le travail qu'Amnesty avait fait dans les années 1960 et 70. Mais c'est quand même important. Et il y a des gens encore vivants. Il y en a qui témoignent, qui viennent parfois à nos bureaux, avec qui on discute. Et nous sommes toujours très heureux de voir un peu comment ces personnes reconnaissent l'importance de se mobiliser. Ce n'est pas une reconnaissance vis-à-vis d'Amnesty en tant qu'organisation, mais c'est comment la solidarité au niveau mondial peut aider à faire évoluer la situation d'un seul individu. Et donc c'est pour cela que moi je crois toujours que ce n'est pas croire à Amnesty ni aux droits de l'homme, c'est de croire que l'individu avec les autres
est capable de faire quelque chose pour son prochain. C'est vraiment cela. Et c'est pour cela que parfois il y a un mariage bien sonné entre la religion et parfois les droits humains, parce que parfois c'est la foi en quelque chose, l'envie de faire du bien qui amène. Récemment, par exemple, vous avez vu les positions de l'Église catholique vis-à-vis, par exemple, de la question de la protection de l'environnement. Qui aurait cru? Et donc, je crois qu'il y a des signes évolutifs sur lesquels nous devons, en tant qu'êtres humains, bâtir une vision. Et je crois que tant qu'on l'a, cette envie, cette force, cette énergie-là, il vaut mieux avancer. Et je crois que l'humanité reconnaît elle-même qu'elle est vraiment dans l'erreur, par exemple, sur les questions des changements climatiques. On a évoqué l'état des droits de l'homme en Afrique, les mauvais élèves, entre guillemets, et les améliorations par moment. On va parler recommandations. Oui, s'il y a des recommandations à faire, c'est pour nous en Afrique, il y a un élément très important, c'est la question de l'impunité qui revient. C'est vraiment dramatique de voir que l'envie ou la quête de la justice reste toujours quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, alors que pour nous, c'est l'élément utile qui pourra décourager toutes les personnes qui sapent la bonne volonté parfois des autorités. Je pense qu'on va en présomption d'innocence, qu'elles ont bien envie de mieux faire. Et donc pour cela, il faut qu'elles prennent des décisions ou qu'elles posent des actes importants qui marquent leur adhésion vis-à-vis d'améliorer le cadre qui protège les citoyens. L'autre recommandation, c'est la question du respect de l'environnement, qui ne doit pas être simplement à travers le cadre, les politiques générales, les grandes conférences, COP25 et tout ça, c'est pas du tout possible. Mais pour celui qui nous suit actuellement, il se demande, mais les droits de l'homme ont quoi à voir avec l'environnement? Ah, c'est grave ça. Je crois que on ne doit même pas se poser. Si vous allez tout à l'heure sur les côtes togolaises, du côté d'Anéran, tous ceux qui ont perdu leur terre et leur village, ils n'ont plus droit à quoi? Au logement, ils n'ont plus droit au travail et tout ça, on fait quoi? Ce sont des droits. Ce n'est pas seulement la question de la liberté de manifestation, c'est aussi le besoin de manger, c'est le besoin de travailler. Les gens sont des pêcheurs, c'est leur travail. Et donc, quand il n'y a plus de poissons, ils font quoi? Et donc, il y a tout ce bouleversement-là lié à ce qu'on appelle, entre griffes, changement, puisque certains n'y croient. N'y croient pas, dérèglement, anomalie, vous avez tous les termes. Bon, j'en connais beaucoup qui n'y croient pas. Mais tant mieux. De toute manière, on constate qu'il y a un problème. Et donc, il faut y répondre. Ce n'est pas les termes qui sont importants, mais c'est ce qu'on fait. Et donc, il faut de plus en plus pencher son regard sur ces questions-là. Et je pense que l'une des thématiques qui a émergé du prochain travail stratégique d'Amnesty sur les 5 ans à venir, c'est la question climatique. Et donc, on va remodeler nos méthodologies dans ce domaine-là pour pouvoir engager nos militants et mieux pousser les dirigeants à mieux faire dans ce domaine-là. Je crois que l'une des grandes puissances mondiales, les États-Unis par exemple, pour l'instant ne marque pas une certaine adhésion sur ces questions-là. Il faut faire du bruit, il ne faut pas se taire. Et c'est l'occasion pour les pays africains de saisir le moment, au lieu de dire toujours qu'on leur donne des leçons, de dire non, voici les efforts que nous avons faits. Et vous, les grandes puissances, vous n'avez rien fait dans ce domaine-là. Donc nous, on attend cette réponse-là des autorités africaines. Tant qu'elles ne le font pas, nous, on pourra élever nos voix, mais il faut vraiment que les Africains eux-mêmes prennent la décision de s'engager résolument sur ces questions-là. Parce que, en fin de compte, c'est nous qui sommes perdants dans ce domaine-là. Aimé a dit c'est déjà la fin. Votre mot de la fin? Souvent, les droits humains créent la désolation. Quand on parle de la thématique, on est parfois très déçu des chiffres, des données et tout. Mais je crois que de plus en plus, certains Africains... Il y avait quand même des chiffres cette fois-ci. Il y a des chiffres qui ont été avancés. Oui, évidemment. Les appels internationaux d'urgence, les 11, les 25. Pour la R des Congo, vous avez même la question des 60% des décisions qui n'ont pas été exécutées par les États, rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et donc, tous ces éléments-là, pour nous, sont des points sur lesquels on doit se mobiliser et ne pas se relâcher. L'Afrique est vraiment pas seulement en discours le continent de l'espoir, mais plutôt pour moi, c'est la dynamique même du monde entier. Et donc, pour cela, il ne faut jamais négliger la question des droits humains. Sinon, elle va forcément nous rattraper. Les populations ne vont jamais digérer ce qu'on leur impose. Et donc, on va toujours aller d'instabilité en instabilité. On va dépenser de l'argent pour la défense au lieu de faire du développement. Hermé a dit, merci d'être passé.
Merci à vous. Je rappelle bien sûr que vous êtes bien sûr le directeur exécutif de Amnesty International section du Togo. Nous allons devoir marquer une pause. L'info juste derrière, on se retrouve pour regard croisé avec les confrères.